Hello tout le monde. Pour le deuxième épisode de Voix de gauche et mythes, je vais vous parler aujourd'hui de la série The Vampire Diaries. Alors je me suis habillée pour faire honneur aux vampires et j'ai préparé un thé sombre qui est un grand cru et qui, je trouve, est tout à fait approprié pour parler avec vous aujourd'hui de vampires. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, The Vampire Diaries, c'est une série qui est inspirée de romans et qui est parue en 2009. Donc elle est assez ancienne, mais personnellement je ne l'ai découverte que vers 2020. J'en avais entendu parler auparavant, mais d'après ce que j'avais compris, ça me semblait une série qui était très populaire et dont je craignais qu'elle ne soit assez cliché et qui me semblait aussi tout particulièrement populaire auprès d'un public adolescent. Donc à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, en 2020, lorsque je suis passée par une première phase de dépression, j'ai décidé de regarder cette série et en fait, elle m'a énormément plu. Je l'ai d'ailleurs regardée une seconde fois en 2022 et je dois dire que c'est vraiment devenu mon absolue favorite en termes de films ou bien de séries qui traitent de vampires mais aussi de créatures magiques de manière générale. Jusqu'à il y a un peu moins de 6 mois, lorsque j'ai découvert une autre série qui a détrôné The Vampire Diaries, et je vous en parlerai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Donc comme je disais, pour les personnes qui ne connaissent pas, The Vampire Diaries parle de l'histoire de 3 personnages centraux qui, avec le temps, vont euh, être attachés à d'autres personnages qui vont arriver et qui vont permettre d'explorer encore d'autres couches de ce mythe des vampires. Donc au départ, il y a Elena, qui est une sorte de petite fille modèle. C'est une jeune adolescente qui est belle, qui est brillante, qui est gentille et qui en fait est tout ce qu'on attend d'elle. Et avec son frère, Jeremy, elle va perdre ses parents dans un accident de voiture et elle va se trouver projetée dans ce monde liminal, dans ce monde de la nuit, dans lequel nous pouvons nous aussi être propulsés lorsque nous vivons des expériences particulièrement traumatiques ou déstabilisantes comme un deuil, une perte, une maladie, etc. Et elle va rencontrer Stephen, qui est un vampire, et ensuite va arriver Damon, qui est aussi un vampire et qui est le frère de Stephen. Et donc ce trio va être au cœur de toute l'histoire, et Elena va entrer dans un monde qu'elle ne soupçonnait absolument pas, et qui va l'amener à complètement remettre en question tout ce en quoi elle croyait sur elle-même et sur la vie. Donc c'est vraiment une série que je trouve très intéressante pour explorer nos croyances, pour explorer euh, la spiritualité, notamment une spiritualité de gauche et différentes pratiques magiques, ésotériques, occultes, etc. Alors, il y a plusieurs choses que je trouve très intéressantes dans cette série, dans cette perspective d'exploration de la spiritualité. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler. Et ensuite, je présenterai quelques tarots et oracles qui me semblent tout à fait intéressants pour aborder, explorer, approfondir ce mythe des vampires et aussi différentes thématiques qui sont évoquées dans la série. Alors, une chose que je trouve très intéressante et surtout très bien faite, c'est la manière dont les vampires sont dépeints dans cette série. Je trouve qu'ils correspondent vraiment à l'image que personnellement je me fais des vampires pour avoir exploré ce mythe depuis maintenant 5 à 6 années. Donc personnellement, je ne raisonne pas avec les vampires tels qu'ils sont représentés dans Twilight ou bien Buffy the Vampire Slayer par exemple, mais les vampires dans The Vampire Diaries me parlent énormément. En plus, la série est située à Mystic Falls, qui est une ville fictive de Nouvelle-Angleterre, en Virginie,
et qui donc vient apporter tout ce contexte très riche en histoire et victorien, très raffiné aussi, qui accompagne magnifiquement ce mythe des vampires. Donc les vampires tels qu'ils sont représentés sont cultivés, raffinés, ils ont beaucoup d'histoire, ils sont très séduisants évidemment, et avec ces vampires il y a des manipulations, de l'intrigue, des drames, des luttes de pouvoir, etc. Et des côtés plus sombres, des côtés aussi plus monstrueux qui sont aussi associés aux vampires. Donc je trouve qu'ils sont vraiment dépeints d'une manière qui est très alignée avec la manière dont je me les représente. Ensuite, il y a aussi une belle diversité de créatures magiques qui sont représentées dans cette série. Je trouve que dans la communauté New Age actuelle, il y a une obsession qui est faite sur la sorcière. Alors que ça n'est pas le seul personnage que l'on retrouve dans les univers magiques. Et dans la série, il y a des vampires, il y a des sorcières, et ensuite il y a aussi des loups-garous, il y a aussi des sirènes, et il y a tout un tas d'autres créatures de la nuit, d'autres créatures magiques, qui sont peut-être moins souvent explorées dans d'autres films, dans d'autres séries, et qui permettent vraiment d'élargir en fait l'éventail de créatures que l'on peut être amené à rencontrer dans, encore une fois, ce monde de la nuit, et donc aussi dans des pratiques plus alternatives pour nous permettre de découvrir encore d'autres facettes de nous-mêmes et soutenir un processus d'expansion et de découverte d'aspects multiples qui sont très intéressants, qui ont leur rôle et qui viennent aussi nous aider à pouvoir mieux nous connaître et honorer différentes facettes de qui nous sommes ou de qui nous pouvons être. Ensuite, il y a évidemment cette dynamique entre les deux frères Salvatore qui est très intéressante et qui va évoluer au fil de la série. Donc au départ, vous avez Stephen qui est le gentil vampire. Donc lui, c'est le vampire qui est gentil, qui est bon, qui est bien, et il va séduire, il va attirer la sympathie, et donc il va être considéré comme un bon vampire parce qu'il rejette en fait ce qui fait qu'un vampire est un vampire. Et ensuite, face à lui, vous avez Damon, qui est le parfait opposé, qui est le mauvais vampire, qui est la mauvaise personne, qui fait de mauvais choix et qui se comporte comme un vampire, comme un monstre. Et en fait, au fil de la série, au fil des saisons, vous allez voir que les personnages vont évoluer et vont nous montrer qu'en fait les choses ne sont pas aussi tranchées. Il n'y a pas d'un côté les gens bien et de l'autre côté les mauvais. Et Stephen, j'essaie de ne pas trop révéler, mais Stephen va se retrouver confronté à ses propres démons intérieurs parce que pour être ce bon vampire, en fait il réprime différents aspects de lui qui vont réémerger sous forme d'addiction, de compulsion, de pulsion aussi, et qui vont donc créer des conflits en lui, mais aussi dans ses relations avec les autres. Alors que Damon, qui est considéré comme le mauvais, en fait, lui reste tout à fait authentique et reste tout à fait fidèle à lui-même. Il n'essaie pas de se changer pour être apprécié, pour être accepté. Il reste lui-même. Et donc, il est finalement très authentique. Et d'ailleurs, à un moment, il le dit, « If you have to be bad with purpose ». Et ça montre bien que
il y a des moments où c'est nécessaire de faire des choix qui ne vont pas plaire, qui vont déplaire, qui vont attirer des critiques, mais qui sont nécessaires. Et Damon remplit ce rôle. Il va parfois faire des choses qui ne sont pas considérées comme acceptables, mais qui sont pourtant nécessaires. Donc, on ne peut pas toujours être dans l'amour et dans la lumière. Il y a des moments où c'est important de pouvoir aussi faire des choix qui vont déplaire. Et en tant que personne qui suit une voie de gauche et qui donc est toujours été amenée à être un peu rebelle tout au long de ma vie, eh bien c'est une dynamique qui m'a beaucoup parlé et qui m'a permis aussi de pouvoir accepter de déplaire et d'attirer des réprobations ou bien des, des critiques, etc. Ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir rester fidèle à soi. Alors évidemment, Damon va partir dans certains extrêmes et il va aussi avoir cette facette du monstre, mais voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir que il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. Les choses ne sont vraiment pas aussi simples. Alors ensuite évidemment, ça me paraît important de parler de Bonnie. Donc Bonnie, c'est la sorcière. Il y a plusieurs sorcières qui vont apparaître dans la série, mais Bonnie Bennett, c'est vraiment la sorcière centrale. Et là aussi, je trouve qu'elle a été dépeinte d'une manière qui est très alignée avec l'image que personnellement je me fais de la sorcière. Et dans la plupart des films ou bien des séries, vous avez soit des gentilles sorcières, ou bien vous avez des personnages qui ont été blessés et qui sont assoiffés de vengeance et qui vont s'adonner à des pratiques plus sombres pour se venger, pour détruire certaines personnes qu'elles blâment, etc. Et dans The Vampire Diaries, Bonnie Bennett est une sorcière qui va incarner les aspects lumineux et les aspects plus sombres avec beaucoup de fluidité et qui va toujours parvenir à trouver son équilibre. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien illustré parce que pour moi, être une sorcière, c'est avant tout revendiquer un pouvoir féminin. Et donc ça implique d'explorer ce pouvoir dans des aspects plus lumineux, mais aussi dans des aspects plus sombres, pour pouvoir trouver un équilibre et agir, utiliser ces pratiques magiques d'une manière qui va être éthique et qui va être responsable. Et Bonnie Bennett, c'est une sorcière qui a beaucoup d'éthique, qui est loyale, qui reconnaît que le pouvoir qu'elle a s'accompagne de responsabilités et qui va savoir quand elle peut rester dans ce que les autres approuvent et quand elle a besoin d'aller explorer des pratiques ou bien faire des choix qui ne vont pas être acceptés, qui ne vont pas être compris par les personnes de son entourage, mais qui sont nécessaires. Et donc il y a cette belle fluidité, je trouve, qui est présentée par rapport à ce personnage de Bonnie Bennett et de la sorcière. Et ensuite, un autre aspect aussi de la sorcière qui, je trouve, est très bien exploré dans cette série, c'est l'aspect cyclique, en fait. Parce que la sorcière, c'est quelqu'un qui suit les cycles de la nature, par opposition aux cycles qui ne sont vraiment pas naturels, imposés par la société. Ça veut dire que, logiquement,
la sorcière va être amenée à connaître des cycles, à passer par des phases de mort, de transformation et de renaissance. Et Bonnie va passer par plusieurs cycles comme cela. Elle va passer par des cycles de mort, littérales, symboliques, et elle va renaître et elle va explorer ainsi différents aspects de la sorcière et différentes pratiques aussi, différents types de pratiques magiques. Et donc c'est très intéressant, et là aussi, étant donné que je suis personnellement passée par plusieurs cycles dans ma vie, tout au long de ma vie, et aussi plus récemment ces cycles de dépression, de destruction, de transformation et ensuite de renaissance, eh bien j'ai pu aussi me retrouver dans ce personnage de Bonnie Bennett et vraiment apprécier le fait que ces cycles aient été proposés en fait dans la série. Ensuite, une autre chose que je trouve très intéressante, et c'est le dernier point dont je vais parler, c'est les différents mondes qu'il peut y avoir. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui n'est peut-être pas souvent exploré dans des films ou bien dans des séries, mais dans cette série, tout comme dans Once Upon a Time, dont j'ai parlé précédemment, eh bien, on retrouve ces différents mondes qui sont des espèces de bulles dans le temps ou bien dans l'espace et qui vont nous amener à explorer soit des choses de notre passé, soit des situations de vie passée. Et donc je trouve que c'est très bien représenté aussi cette notion de différents mondes qui existent et à travers lesquels nous pouvons voyager lorsque nous avons une pratique qui nous permet d'être ouverts à ça. Voilà, il y a encore beaucoup de choses dont je pourrais parler par rapport à cette série, mais je vais m'arrêter là et maintenant je vais vous présenter une série de tarot et oracles que j'ai rassemblés et qui, je trouve, peuvent vraiment bien accompagner et assister à un processus d'exploration de ce mythe des vampires et des créatures magiques et de différentes choses qui sont proposées dans cette série. Alors, je vais commencer avec un jeu qui, évidemment, ne va certainement pas surprendre. Je vais commencer par parler du Tarot of Vampires de Ian Daniels, Tarot des vampires. Et d'ailleurs, la première carte qui se trouve au-dessus du paquet, c'est le Cavalier de coupe, Prince of Grails. Voilà, je pense que à lui tout seul, il vient résumer magnifiquement les vampires dans cette série. Donc c'est un tarot qui parle des vampires, qui est axé sur les vampires, mais qui comporte aussi cette diversité puisque l'on retrouve ici des anges, on retrouve aussi des animaux guides, il y a des loups-garous, il y a des sorcières. Donc voilà, il y a aussi cette diversité de personnages de la nuit. Et le tarot des vampires a cette énergie très sensuelle et magique et ésotérique qui est associée aux vampires et que personnellement j'adore. Alors j'avais hésité à inclure ce tarot pour cette série parce que c'est peut-être le seul reproche que j'ai par rapport à The Vampire Diaries. Je le trouve effectivement plus axé vers un public adolescent parce que les personnages centraux sont des adolescents. Alors maintenant, je comprends tout à fait l'idée. L'adolescence, c'est une période de transformation, d'exploration et de découverte d'autres mondes. Donc je comprends tout à fait l'idée. Mais personnellement, j'associe les vampires à des êtres très anciens, hein, puisque en théorie immortels, donc très adultes. Et voilà, donc j'avais un peu hésité à inclure ce tarot, mais
à mesure que la série évolue, il y a d'autres personnages qui vont arriver et qui sont beaucoup plus adultes et qui donc vont mieux incarner cette énergie du tarot des vampires, comme par exemple Catherine, ou bien Klaus, Elijah, etc., qui sont beaucoup plus raffinés, sensuels et plus adeptes de la manipulation et de la séduction, etc. Donc voilà, Tarot des vampires, ça me paraissait être un must pour parler de cette série. Ensuite, le second jeu dont je vais vous parler ne surprendra certainement pas non plus, c'est l'Oracle, les vampires de Lucy Cavendish. Alors là aussi, il y a une belle diversité puisque vous retrouvez des vampires, vous retrouvez aussi des animaux. Voilà, regardez cette image, ça me fait d'office penser à Catherine depuis que j'ai regardé cette série. Voilà, donc il y a aussi plusieurs créatures qui sont reprises dans cet oracle. Maintenant, l'oracle, les vampires, a une énergie un peu différente du tarot. Il va permettre d'accompagner, je pense, une réflexion par rapport à une transformation de croyances que nous pouvons avoir par rapport à la vie, par rapport à nous-mêmes, et notamment l'exploration de la spiritualité, c'est-à-dire nous poser des questions existentielles et trouver des pistes de réflexion qui vont nous correspondre et qui pour moi vont constituer la spiritualité. Donc je le trouve très intéressant pour explorer le monde de la nuit et le côté liminal, c'est-à-dire le fait de se trouver en marge de la société et de se sentir insatisfait finalement de la vie normale. Donc l'oracle, les vampires. Et ensuite, je vais vous parler d'un tarot, le Tarot V de Alejandro Colucci, qui est aussi un tarot sur les vampires, mais qui est très différent puisque il va plutôt explorer le côté Nosferatu et donc un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus monstrueux aussi, ce qui est abordé dans la série The Vampire Diaries, surtout à partir de la deuxième moitié de la série. Donc il va permettre d'aller réaliser tout un travail sur, voilà, sur ces monstres, sur ces personnages qui font partie de tout ce qui est étiqueté comme interdit, inacceptable, honteux, réprimable, etc. Réprimable, je fais un mélange avec l'anglais, que l'on doit réprimer, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ici, vous avez un personnage qui est peut-être un peu plus lumineux, mais de manière générale, vous avez quand même le vampire dans un côté plus monstrueux. Alors, il a toujours cette atmosphère victorienne gothique qui ressort. Voilà, donc pour moi, il va permettre d'aller réaliser un travail plus en profondeur, aller dans des couches plus profondes, peut-être dans un second temps. Tarot V de Alejandro Colucci. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un oracle. C'est le Fallen Angels Oracle, l'oracle des anges déchus de Suckling. Je le trouve très intéressant et très approprié parce que c'est un oracle qui est situé dans les cimetières
Et il y a plusieurs moments où différentes séquences vont se trouver, vont être situées dans des cimetières aussi. Et ensuite, il y a tout ce côté de la nuit qui est magnifiquement représenté. Voilà, les cimetières, les tombes, les cathédrales, les anges, des animaux aussi. Il y a aussi certains dieux. Donc il y a ici tout ce côté immortel, intemporel, qui nous amène aussi à nous questionner sur la religion, sur la spiritualité, sur nos croyances par rapport à la vie. Et cet oracle-ci, je pense, va nous amener à plutôt réfléchir à nos croyances et redéfinir aussi ce que nous choisissons d'inclure dans notre système de croyances. Donc voilà, c'est un magnifique oracle qui me parle aussi par rapport à cette série. Ensuite, je vais parler du Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani. Donc, dans The Vampire Diaries, il y a une quantité énorme de pertes, de morts et de deuil. Évidemment, puisque nous sommes dans le monde de la nuit, le monde des vampires. Et je trouve que c'est intéressant pour réfléchir justement à la place qu'occupe la mort dans la vie. Pour moi, la mort fait partie de la vie, elle a un rôle très clair et je trouve que c'est très bien représenté dans la série parce que Elena va perdre ses parents et ensuite d'autres personnes proches dans sa vie, dans sa famille, et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir aller plus profondément dans son exploration du monde des vampires et des créatures de la nuit. Donc c'est nécessaire qu'elle passe par toutes ces pertes pour lui permettre d'aller explorer encore d'autres aspects qu'elle n'imaginait pas et qui vont aussi lui permettre de se découvrir et d'explorer d'autres aspects d'elle-même et de la vie. Et donc ce tarot, même s'il est basé sur ce thème de la Santa Muerte, c'est-à-dire les traditions mexicaines, eh bien il est axé sur la mort et il vient nous aider à remettre en question nos croyances et notre vision de la mort. Donc pour les personnes qui ont vécu beaucoup de deuil et qui ont des peurs par rapport à la mort, qui ont certaines croyances peut-être, mais qui ne savent pas quelles sont leurs croyances par rapport à la mort, je pense que ce tarot peut être très intéressant pour aller explorer d'autres facettes de la mort que ce qui est habituellement inculqué dans des cultures qui sont imprégnées de traditions judéo-chrétiennes. Ensuite, j'ai eu aussi envie de parler... Non, je vais d'abord parler d'un oracle, le Victoria Frances. Alors, c'est un oracle qui me paraît tout à fait pertinent par rapport à cette thématique des vampires, puisqu'il est vampirique, gothique, il y a aussi des sorcières, je pense qu'il y a aussi de temps en temps des loups, il y a aussi tout ce monde du cimetière, tout ce contexte des cimetières. Et cet oracle va permettre d'explorer cette thématique des vampires sous un angle un peu différent. Donc lorsque l'on est plongé dans ce monde de la nuit, c'est parce qu'il y a eu souvent
un deuil, une perte, une expérience profondément déstabilisante qui nous amène à passer par une transition et par des changements. Et cet oracle vient nous soutenir et nous réconforter dans ces expériences. Il est tellement doux, il est tellement encourageant et encore une fois réconfortant. Et je trouve que c'est un aspect de l'exploration de ce monde liminal, ce monde de la nuit. C'est important de pouvoir aussi avoir quelque chose sur quoi s'appuyer lorsque nous traversons ces expériences qui peuvent être particulièrement déstabilisantes, encore une fois. Et donc l'oracle Victoria Frances, pour moi, est un magnifique outil par rapport à ça. Donc je dirais pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce monde liminal, qui voudraient explorer les vampires, mais qui ont peut-être beaucoup de peur et de blocage par rapport au fait de s'intéresser aux vampires. Je pense que l'oracle de Victoria Frances est une première porte d'entrée parce qu'il est très doux, parce qu'il est vampirique, mais sans être dans ce mythe des vampires, vraiment. C'est plutôt un oracle de la nuit et encore une fois qui vient nous soutenir et qui vient nous accompagner en étant réconfortant. Ensuite, j'ai aussi inclus dans cette liste le Hush Tarot, qui n'est pas du tout en lien avec les vampires, mais je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est un tarot qui explore les thèmes de la mort, de la transformation. Et donc, ça me paraît malgré tout très intéressant. Il y a des animaux, il y a des fées, il y a de temps en temps des monstres. Donc voilà, c'est aussi un tarot qui va permettre d'explorer ce mythe des vampires et surtout ce monde liminal, ce monde de la nuit en douceur, en nous sentant accompagnés, réconfortés et soutenus dans notre traversée de ces différentes expériences qui font partie, encore une fois, de la vie et qui visent à nous permettre de passer par de profondes transformations. Il a aussi un côté, je trouve, victorien, qui se retrouve aussi dans la série. Voilà, je vais terminer avec le monde. Donc le Hush Tarot. Oups. Alors, il me reste encore quelques-uns. Je vais vous parler aussi d'un tarot que j'ai depuis assez longtemps. C'est le Light Grey Tarot. Donc pareil, ça n'est pas du tout un tarot qui est en lien ni de près ni de loin avec les vampires, mais que je trouve intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, voilà, il s'appelle le Light Grey, donc il y a cet aspect liminal qui est très clairement représenté, et le tarot lui-même fluctue très bien entre des thèmes plus légers et ou des illustrations plus légères et plus lumineuses, et d'autres qui vont être plus sombres et qui peuvent déplaire ou bien interpeller en tout cas. Et donc c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser pour explorer cette liminalité, encore une fois, dans de la douceur, sans aller trop loin dans le côté sombre, ésotérique, magique, manipulation, intrigue, drame, etc.
C'est aussi intéressant parce que c'est un tarot qui a été créé par de nombreux artistes très différents, puisque chaque carte est littéralement l'œuvre d'un artiste différent. Et donc il y a aussi cette perspective très variée et très multiple, qui pour moi est caractéristique de toutes ces énergies de la nuit et de la liminalité. Là, je vais m'arrêter avec la justice. Donc Light Grey Tarot, ça me paraît aussi un très chouette tarot à explorer, qui est fun et qui a ce bel équilibre entre de l'ombre et de la lumière pour accompagner une exploration de ces thématiques associées à la nuit, à la mort, à la transformation et la remise en question. Ok, alors, ensuite, je vais vous parler d'un dernier tarot, oui, c'est le Deviant Moon. Alors, c'est un tarot que je connais depuis plus de 10 ans parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes l'utiliser et je l'ai sur ma liste d'envie depuis au moins ce temps. Je l'ai acheté l'année passée, mais malheureusement, j'ai reçu une contrefaçon. Et donc, je viens tout juste de l'acheter et je suis très heureuse d'avoir maintenant ce magnifique tarot dans ma collection. Donc, Deviant Moon, on est bien dans cette énergie de la lune, de la nuit, des mystères, des intrigues, des illusions, etc. Et ensuite, vous avez tous ces personnages qui sont à la fois monstrueux, mais à la fois aussi élégants. Et qui font que je trouve que ce tarot est très approprié, là aussi, pour travailler avec ce mythe des vampires. Même si ça n'est pas un tarot qui est axé sur le mythe des vampires en lui-même. Voilà, je vous montre l'ermite. En plus, c'est un tarot qui est déstabilisant parce que les différentes cartes, les différentes illustrations sont assez atypiques et viennent nous amener à bousculer notre manière habituelle peut-être de lire le tarot, surtout lorsque, comme moi, on lit le tarot depuis très longtemps. Donc voilà, il porte vraiment bien cette énergie de la nuit qui est aussi associée aux vampires. Alors, un autre oracle que je trouve intéressant, c'est le Seasons of the Witch, le Samhain Oracle. Donc, puisqu'il a ce thème de Samhain, vous retrouvez ce thème de la nuit, vous retrouvez des créatures de la nuit, vous retrouvez des sorcières, des loups-garous et différentes pratiques qui sont associées à la nuit, des rituels. Et donc, je trouve que c'est très intéressant aussi. Il y a un travail très intéressant à réaliser avec cet oracle par rapport à ce thème et différentes thématiques que l'on retrouve dans The Vampire Diaries. Voilà, je vais m'arrêter avec Reflection. Une dernière, The Graveyard. Seasons of the Witch. J'indique en dessous de la vidéo les titres des différents tarots et oracles en version française pour les personnes qui sont intéressées, parce que je ne me souviens pas toujours de comment ils sont traduits. Il m'en reste 3, 39 minutes, mon Dieu. Alors, ensuite, je vais vous parler du Dark Mirror, qui est traduit en français. Alors, Dark Mirror, je le trouve très intéressant aussi, peut-être un petit peu plus loin dans l'exploration de ce mythe, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme drame dans The Vampire Diaries? Et c'est aussi une série qui est très
très riche en émotions. Et donc cet oracle, Dark Mirror, aide à pouvoir aller explorer certaines émotions qui sont elles aussi considérées comme euh, pas bien, pas bonnes, pas acceptables. Et voilà, comme ici, la colère. Et il vient, c'est vraiment un oracle qui va permettre de travailler à différentes choses qui sont en nombre. Donc pour les personnes qui euh, ont pu avoir une éducation assez stricte et qui ont un sens assez rigide du bien, du mal, eh bien ça peut être difficile de pouvoir se relier à des émotions qui sont considérées comme moins acceptables. Et donc c'est très intéressant de pouvoir travailler avec cet oracle, comme ici, cacher son être véritable. Bien aveuglé par la douleur, la fragmentation. Donc ici, on entre vraiment dans un travail sur les ombres, plus poussé, plus intense. Ça demande de pouvoir connaître cette pratique de travail sur les ombres et de pouvoir aussi être dans un état de réceptivité pour aller explorer des ombres, donc des aspects de nous-mêmes qui sont réprimés et qui donc sont difficiles à pouvoir regarder en face. Donc dans ce processus d'exploration de la nuit et de la liminalité, il y a un moment pour être dans des émotions et vivre des expériences qui sont sombres, qui sont difficiles, qui sont déstabilisantes, qui vont amener un contexte de destruction, de chaos et de confusion dans notre vie. Et ensuite, il y a un moment pour retrouver une stabilité et aller explorer certains aspects des souffrances, des émotions, des facettes de nous-mêmes qui ont été réprimées et réaliser un travail pour pouvoir les réintégrer. Et cet oracle va plutôt se situer à cette étape du processus. Donc c'est à utiliser avec conscience, avec responsabilité, parce qu'il va venir toucher des choses qui sont difficiles, qui sont dans notre ombre. Et donc ça demande de pouvoir le faire avec, encore une fois, conscience et responsabilité. Alors ensuite, je vais vous parler du Dante's Inferno, parce que voilà, tout ce thème de l'enfer est aussi exploré dans The Vampire Diaries et est très bien exploré, plutôt vers la fin, les dernières saisons. Mais voilà, je trouve que c'est très intéressant d'utiliser cet oracle en complément de ces saisons spécifiques pour travailler justement à tout cet aspect tourment que l'on peut ressentir et qui vient de l'éducation, encore une fois, judéo-chrétienne et de cette vision très étriquée du bien, du mal, de l'enfer et de la punition et de choses terribles qui peuvent nous arriver. Et là aussi, c'est un oracle que je recommande d'utiliser avec prudence, avec conscience, avec responsabilité, parce que c'est important de pouvoir être dans certaines dispositions pour réaliser le travail que cet oracle vient nous inviter à réaliser, qui est nécessaire, mais qui vient aussi plutôt en fin de processus et qui nécessite de pouvoir avoir résolu pas mal de souffrances et parvenir à un certain état de stabilité et de paix intérieure pour aller travailler à des choses qui sont plus difficiles, qui sont un petit peu plus percutantes aussi, et pouvoir vraiment retirer toute la sagesse de ce type d'oracle. Voilà, et pour terminer, enfin j'arrive au bout, j'ai eu envie de parler aussi et d'intégrer à cette liste l'oracle de Kali, parce que The Vampire Diaries, pour moi, c'est une série que j'associe à l'archétype de la tour dans le tarot. Donc, elle vient
nous faire passer par une expérience de destruction, d'effondrement, qui peut se manifester par une perte, un deuil, une maladie, une rupture ou encore d'autres expériences, et qui vont nous amener à passer par un processus de transformation, d'effondrement intérieur, d'effondrement extérieur, de transformation et ensuite de reconstruction d'un soi qui va être plus authentique. Et c'est pour moi toute la force, toute la sagesse et toute la magie aussi de Kali. Alors je vous montre ici l'oracle dans sa version poche. Il existe en version traditionnelle, donc le format qui est proposé habituellement par Blue Angel. Mais pour l'instant c'est celui-ci que j'ai sous la main, donc je vous le montre. Et donc là aussi, Kali, c'est une déesse que j'ai appris à connaître depuis quelques années maintenant et avec qui j'ai vraiment pu approfondir ma relation, notamment grâce à cet oracle. Et je trouve que cet oracle vient aider à pouvoir traverser ces expériences particulièrement viscérales et insécurisantes en nous sentant accompagnés et en nous ouvrant à la mer sombre, à la médecine aussi de la mer sombre. Voilà, je trouve cet oracle, au début je le trouvais percutant et difficile, et aujourd'hui je trouve qu'il a une douceur, je trouve que c'est aussi un oracle qui vient apporter une main tendue pour nous accompagner dans les expériences d'une manière beaucoup plus puissante et viscérale que le Victoria Francis, mais je trouve qu'il y a une sorte de lien entre ces deux oracles. Kali vient montrer que il y a certaines situations, certains rôles aussi que nous pouvons jouer qui ne sont pas alignés, qui ne sont plus alignés, qu'il est temps de laisser aller. Et même si ça fait mal, Kali va nous prendre par la main et elle va nous tirer euh, pour, euh, pour, nous, pour, nous, pour nous pousser à avancer, même si c'est difficile, même si ça nous déchire, parce qu'elle sait que c'est nécessaire et que de l'autre côté de l'expérience, il y aura un renouveau et il y aura surtout un plus grand alignement avec, avec quelque chose qui sera finalement beaucoup plus authentique, beaucoup plus juste et aussi beaucoup plus épanouissant pour nous. Et je trouve que c'est aussi un oracle qui vient peut-être dans un second temps, peut-être dans le deuxième ou le troisième tiers du chemin, je pense, parce qu'il y a d'autres choses à explorer d'abord. Et ensuite, Kali vient nous soutenir, nous accompagner, mais aussi nous pousser dans certaines expériences que nous voyons arriver et par rapport auxquelles nous pouvons avoir des résistances et nous dire non, 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 ok, je ne vais pas y aller, je vais rester là où je suis. Voilà, Kali vient nous tenir par la main et nous dire non, non, on va y aller, c'est nécessaire et tu verras qu'une fois que tu seras arrivé de l'autre côté, tu comprendras que c'est nécessaire et que c'est constructif. Mais tant qu'on est dans les tranchées, eh bien je suis avec toi. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était encore une très longue vidéo, mais voilà, ce mythe des vampires, c'est quelque chose qui me parle énormément et donc c'est normal que j'ai beaucoup de tarot et oracles à présenter puisque c'est vraiment le socle de ma pratique personnelle, professionnelle et spirituelle. Donc mes tarots et oracles ont tendance à graviter autour de cette thématique. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Pour les personnes qui sont intéressées, je propose des mentorats qui peuvent être des mentorats quelque part préparés ou bien qui se font de manière un peu plus fluide par module.
pour correspondre au rythme de chacun et qui permettent de travailler à des tarots ou bien des oracles dans cette perspective de construction ou bien d'approfondissement d'une pratique spirituelle et d'accompagnement de certaines expériences que l'on peut être amené à vivre. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon site, donc sur Etsy, Moonraven17, le lien est en dessous de la vidéo. Je suis en train de préparer un nouveau site, ou en tout cas mon ancien site que je vais remettre en ligne plutôt en février. Et vous pouvez aussi tout à fait me contacter par email si vous avez des questions. Mon email est aussi indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. C'est vanessa.vaya@outlook.com si je ne me trompe pas. C'est un nouvel email. Voilà, donc si ça vous intéresse, les informations sont toujours en dessous des vidéos qui sont publiées. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.